Bonjour à tous, bienvenue dans cette session qui s'appelle Réussir une Conway inversée. Je suis Romain Vailleux, je suis consultant chez Octo Technologies. Je m'intéresse aux humains et aux systèmes techniques et vous allez voir que cette conférence est à propos des deux. On va tout de suite commencer par une petite mise en contexte. Un jour, un directeur général m'appelle et me dit « Écoute Romain, j'ai plusieurs problèmes, il faut que tu m'aides. » Mon premier problème, c'est que mon CRM, il ne fait pas l'omnicanal. Voilà, on m'a dit qu'il allait faire l'omnicanal, il ne fait pas l'omnicanal. Deuxième chose, on a une super app mobile et malheureusement, elle n'intègre pas les fonctionnalités qui mettraient en valeur nos produits. Elle ne va pas au même rythme que le web et donc j'aimerais bien qu'elle récupère son retard. Et puis le troisième point, c'est qu'on a un grand chantier API qui est en train d'être en décrépissance au fur et à mesure. Et donc, voilà, il faut que ça change, aide-moi. Donc, suite à ça, on m'a présenté l'organisation. Comme vous voyez, il y avait les équipes, et puis d'autre part, il y avait des systèmes techniques. Donc, vous reconnaîtrez les briques usuelles de l'organisation, avec une équipe produit, une équipe digitale, un CRM, un API management, des fronts un peu partout. Ce qu'on appelle cet ensemble à la fois d'équipes et de systèmes techniques, on appelle ça un système socio-technique. C'est-à-dire qu'il y a la partie socio, c'est-à-dire les humains, il y a le sensible, il y a l'irrationnel quelquefois, il y a la sociologie, la psychologie, tout ce qui est rattaché aux sociaux. Et puis il y a une deuxième dimension qui est le côté technique, qui est là beaucoup plus cartésien. On est là dans les machines, dans les process, dans le capital de l'entreprise. Donc maintenant, si on rebascule une nouvelle fois sur notre carte, j'ai rajouté des informations et vous allez voir qu'il y a des dépendances ou il y a des liens entre ce système social et ce système technique, entre les individus ou entre les équipes de ce système social et entre les systèmes techniques sous-jacents. Les responsabilités sont claires, il y a une organisation, un organigramme, une hiérarchie. Il y a des communications entre les systèmes techniques qui sont organisées. Et puis, il y a aussi ce qu'on n'écrit pas, ce qui n'est pas écrit, ce qui n'est nulle part référencé, qui sont plus les relations interpersonnelles qui arrivent naturellement lorsque les humains vivent entre eux. Voilà, tout n'est pas écrit. Je vais faire une petite parenthèse pour vous donner le contexte de ce que c'est un système et comment on peut modifier un système. Je vais prendre la métaphore du saut à l'élastique. Et donc, du coup, c'est assez simple. On a un pont, on a un sauteur à l'élastique, puis on a un élastique. Voilà. Et quelle que soit l'heure du jour ou la nuit et le moment à laquelle le sauteur saute, il atterrira après quelques rebonds toujours au même endroit. C'est-à-dire que le système va trouver un point d'équilibre, toujours au même endroit, va revenir à ce point d'équilibre en permanence. Et pour changer ce point d'équilibre, pour déplacer ce point d'équilibre, on va avoir plusieurs stratégies. Une première qui va être, par exemple, d'élever le niveau du sol assez haut pour que le sauteur s'écrase sur le sol et donc, du coup, que le point d'équilibre soit beaucoup plus haut, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas forcément souhaitable. Ou alors, on va abaisser le pont, ou alors, on va changer les caractéristiques de l'environnement. Une deuxième stratégie, ce serait, par exemple, de tirer tellement fort sur l'élastique qu'on va distendre l'élastique. Mais vous vous rendez compte que ces deux stratégies-là, ça nécessite une énergie colossale. Et puis, il y a peut-être une autre façon de faire qui va être de couper l'élastique ou d'accrocher un nouvel élastique plus court au pied du sauteur. De cette façon, on va changer le type de relation qui lie le sauteur avec le pont et donc on va avoir un nouveau point d'équilibre. Tout ça pour vous dire que le changement va nécessiter un certain niveau d'énergie et ce qu'on va chercher ensuite dans la suite de cette présentation, ça va être de chercher l'optimal, c'est-à-dire le plus grand changement pour le moins d'énergie possible. Vous vous rendez bien compte que quand on va essayer de couper l'élastique, le sauteur il ne va pas être content, il ne va pas être d'accord, il va essayer de se défendre par rapport à ce changement. Et donc on va voir qu'il y a également ce genre de réaction, vous allez pouvoir les constater dans les organisations également. Donc je vais introduire ici Conway, donc Melvin Conway, que vous connaissez sans doute, qui peu ou prou déclare ça, les structures de communication des équipes produisent des architectures d'un certain design. La structure de communication de l'équipe donne le design d'architecture naturellement. Voilà.
Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que si on a des équipes qui sont organisées par technologie, par expertise, la façon dont elles communiquent entre elles va être répercutée sur le système technique sous-jacent. Si on a une équipe base de données, on aura un applicatif ou un ensemble d'applications qui sont dédiées à la base de données, qui communiquent avec le reste des équipes. C'est une généralité et vous allez repérer ces patterns dans les entreprises de façon assez naturelle. Donc si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, dans cette société, on a du coup des relations qui sont de l'ordre interpersonnel. On a à la fois une direction, deux directions, donc une direction marketing, une direction du système d'information qui sont séparées avec une rivalité. Et on va voir que sur le système d'information, on va avoir aussi une distinction, une dissension même, entre ces deux briques, entre ces deux mondes. Il va y avoir une difficulté de communication entre ces deux mondes. Vous avez vu que la brique CRM, par exemple, elle est coupée en deux. Ça, c'est dû au fait qu'il y a une préférence ou il y a une relation qui existe entre le directeur ou la directrice marketing et la manager ou le manager de l'équipe produit. Et de la même façon, le rapprochement des personnes, leur instinct naturel ou leur capacité naturelle à interagir va créer des ponts également, des couplages, des rapprochements, des façons de communiquer plus fortement imbriquées entre les briques applicatives sous-jacentes. Donc ça, c'est la loi de Conway, entre guillemets, qui le dit et qui explique rétrospectivement pourquoi on obtient un certain design d'architecture grâce à la structure de l'organisation qui met en place ce design d'architecture. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire le contraire. C'est d'utiliser une manœuvre qui s'appelle la manœuvre de Conway inversée, c'est-à-dire de décider comment on va réorganiser l'organisation pour naturellement aller vers un design d'architecture. C'est-à-dire reprendre la main sur la tendance naturelle d'une organisation à produire un certain type de design d'architecture. C'est-à-dire, en d'autres mots, de passer par exemple d'une organisation A, et là c'est une organisation de type expertise, orientée expertise peut-être, vers une organisation B, qui serait une organisation orientée métier. Donc là on voit que les compétences ont été distribuées dans différentes équipes et que la cible d'architecture, ce qu'on va attendre, ça va être une architecture qui va être différente, découplée, spécialisée par métier. Voilà. Donc on va agir sur l'organisation pour obtenir, in fine, un système technique. Donc la grande question, c'est quelle organisation faut-il pour atteindre la cible d'architecture dans le contexte que je vous ai présenté tout à l'heure? Pour ça, en fait, je vais m'appuyer sur un livre qui est sorti il y a maintenant 2 ans, qui s'appelle Team Typologies, qui a fait pas mal évoluer les pratiques en termes de design d'organisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les auteurs de ce livre se basent sur les principes du DevOps et ont observé des systèmes de delivery techniques et en ont induit des grandes conclusions en termes de stratégie d'organisation. Donc on n'est pas là sur un livre, un ouvrage de pure théorie, c'est un ouvrage émergent des pratiques et de l'expérience constatée dans les équipes techniques. Le premier principe qu'on va constater dans ce livre, c'est Team First. C'est le fait de se concentrer sur l'organisation, le fait de réduire les contraintes autour des équipes. Et donc on va s'attacher à 2 choses, la charge cognitive d'équipe et la taille des équipes qui sera couplée avec le nombre d'équipes qu'on va avoir. Qu'est-ce que c'est la charge cognitive d'une équipe? La charge cognitive, ça va être tous les contextes que va devoir gérer une équipe, le contexte métier, les domaines métiers par exemple, les contextes techniques, le nombre de langages, le nombre de technologies, les contextes également de l'ordre de l'infrastructure, comment on fait pour déployer une application dans l'organisation dans laquelle je suis, et peut-être qu'il y a plusieurs façons sur plusieurs types d'infrastructures à déployer. Toute cette composition de contraintes et de contextes va faire que l'équipe doit maintenir un certain niveau de connaissance sur l'ensemble de ces contextes pour être efficiente, efficace. Tout ça, le fait de maintenir cette mémoire, ça va forcément consommer l'énergie. Ça va consommer du temps de capacité de cerveau collective disponible. Et donc c'est important de mesurer, d'évaluer
le nombre de contextes que va devoir gérer une équipe, de façon à évaluer son taux de charge cognitive globale. Ce qui se passe lorsqu'on dépasse la capacité cognitive d'une équipe, c'est son incapacité à résoudre des problèmes. Ça va générer ce genre d'incapacité. Et également, ça va l'empêcher, la freiner dans son apprentissage, dans son amélioration continue. Or, ce qu'on veut aujourd'hui dans une équipe, c'est qu'elle apprenne, c'est qu'elle évolue rapidement, et puis c'est qu'elle résolve des problèmes complexes. Donc si on entache, si on freine l'équipe dans ces tâches-là en particulier, on a tout perdu. C'est pour ça que c'est important d'évaluer, de mesurer, et puis éventuellement de réagencer, d'aménager le contexte de l'organisation pour que les équipes soient efficaces. La deuxième grande dimension, ça va être le nombre de personnes. Parce que finalement, les équipes, c'est les interactions des humains qui vont faire que l'équipe produit du logiciel avec plus ou moins de facilité. Vous connaissez le nombre de Dunbar, sûrement. Si vous ne le connaissez pas, c'est 150, voilà, comme ça c'est dit. C'est issu d'une étude sociale des singes, d'accord ? Et nous ne sommes que des grands singes. Et en plus, Dunbar a bien vérifié le fait que ça fonctionne appliqué aux humains, et ça fonctionne appliqué aux humains numériques, numérisés. C'est-à-dire que ça fonctionne aussi sur le fait qu'on soit interconnecté, etc. Il n'y a pas de distorsion par rapport à ça. 150, c'est le nombre de relations personnelles qu'on a en tête lorsqu'on vous demande de les écrire. Après, au-delà, il faut que vous sortiez vos carnets d'adresses pour vous rappeler des personnes. Ça veut dire que c'est le nombre de liens que vous allez pouvoir entretenir régulièrement avec d'autres personnes de façon à synchroniser l'information autour de vous. Donc ça, c'est le premier chiffre qui va être intéressant. Il y a 50 et il y a 15 qui sont d'autres paliers en termes de niveau de confiance et de niveau de proximité que vous allez pouvoir atteindre avec les personnes. Et puis, il y a 5. C'est le nombre de personnes avec qui vous entretenez une quasi-intimité. Et c'est pour ça qu'on dit que les équipes doivent être entre 7 et 12 personnes pour être efficientes. C'est parce qu'en plus, vous accordez de la confiance à ces personnes que ça fluidifie, on va dire, le fonctionnement. Ça va être une règle importante, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un équilibre entre la charge cognitive de l'équipe et le nombre de personnes dans l'équipe. Et ce qu'il faut se souvenir, c'est que si vous avez 150 personnes et que vous faites des grosses équipes, ça va faire un nombre d'équipes moins grand. Et si jamais vous faites des plus petites équipes, ça va augmenter le nombre d'équipes. Le problème avec un nombre d'équipes très grand, c'est qu'il faut les synchroniser entre elles, ces équipes. Et donc, du coup, ça prend de l'énergie. Et donc, il va falloir faire un arbitrage entre à la fois la charge cognitive que vous allez pouvoir accorder ou déléguer à chaque équipe, c'est-à-dire le nombre de contextes. Si une équipe prend plein de contextes à sa main, elle va pouvoir gérer plus de choses. Et en même temps, il va falloir aussi se dire, plus j'ai d'équipes, plus il va falloir que je mette de l'accent, de l'énergie sur la synchronisation. Là, en quelques grands axes, on va dire qu'une faible charge cognitive avec des petites équipes, ça va créer une espèce de performance découplée, c'est-à-dire que ça va être des applications qui vont pouvoir interagir entre elles assez facilement. Et puis, à l'opposé, on va dire que si on a une grosse équipe qui gère tout, qui doit gérer toute la complexité et tous les contextes, dans ce cas-là, on va avoir une espèce de gloubi-boulga désorganisé d'applications qui vont être réalisées, produites par cette organisation. Alors, Team Topologies nous amène finalement un formalisme. Au-delà de ces grands principes, nous amène un formalisme, un modèle. 4 types d'équipes. Un premier type d'équipe qui est le type d'équipe centrale, c'est celui qui va délivrer le plus de valeur dans l'entreprise. On va essayer d'écarter les obstacles, ça s'appelle Streamlined Team. Ça va être le type d'équipe sur lequel on va être particulièrement attentif au fait qu'elle livre fréquemment et qu'elle soit réactive à son environnement pour adapter sa conduite. Et les 3 autres équipes vont être là pour supporter ces Streamlined Teams au fur et à mesure de son delivery. Il va y avoir les Enabling Teams qui vont être des pools de compétences spécialisés, qui vont être un peu des consultants volants en interne, on va dire, qui vont amener l'expertise de façon à faire monter en compétences les Streamlined Teams et puis aussi d'autres équipes, pourquoi pas. Les Complicated Subsystem Teams qui sont là pour sanctuariser des technologies rares et des complexités métiers pour les inclure dans
un applicatif qui va être mis à disposition du reste de l'organisation, qui va simplifier l'accès à cette tâche ou à ce domaine complexe. Et puis les platform teams qui vont, elles, servir à l'ensemble des équipes des services pour accélérer leur delivery. Ça va être des communs, des socles, ça va être des infrastructures, ça va être des services de données, par exemple, aussi, qui vont permettre aux autres équipes qui se construisent au-dessus d'accéder facilement et donc de réduire la complexité aussi d'accès à ces services, à ces données, à ces infrastructures. Donc 4 types d'équipes. Et tout cela couplé avec trois types d'interactions. Le premier, c'est la collaboration. La collaboration, telle que décrit dans ce formalisme, ça va être le rapprochement très fort de deux équipes qui ont chacun un delivery. Chaque équipe va devoir produire un applicatif, mais elle se rapproche pour bien établir la façon dont leurs applicatifs vont s'interconnecter, vont communiquer. Donc ça va être quelque chose de très fort. Tous les jours, les personnes de cette équipe, de ces deux équipes en collaboration, vont interagir entre elles. Deuxième type de collaboration, c'est X as a Service. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est plutôt la mise à disposition de façon standard de services applicatifs, en l'occurrence, à l'ensemble de l'organisation. On va avoir des équipes qui vont utiliser ce mode de collaboration et qui vont avoir un mode de fonctionnement de type produit. Je fabrique un produit et puis des consommateurs consomment ce produit ou ce service. Et puis un dernier type d'interaction qui va être l'interaction de facilitation. Et donc là, ça va être lorsque finalement une équipe va aider, épauler, soutenir, apporter son expertise ponctuelle ou même sa capacité ponctuellement à une autre équipe. Et donc là, c'est plus une fonction, une interaction de support, un coup de main. Voilà. Donc comment ça s'imbrique, comment ça se compile un peu tout ça? Il peut y avoir des platform teams qui exposent leurs services sous forme X as a Service. Et donc, ça va introduire une relation, une interaction X as a Service. Les streamline teams qui vont consommer cette plateforme et qui vont éventuellement consommer d'autres services issus de complicated subsystem teams sous la forme d'une relation X as a Service. Et puis, des enabling teams qui vont être là en support sur des compétences très ponctuelles, très spécifiques, et qui va chercher à faire monter en compétence le streamline team pour ensuite s'écarter et laisser le streamline team continuer de façon pérenne. Je vous propose de jouer un petit peu au Lego ensemble. On va prendre un cas concret, le cas que je vous ai montré tout à l'heure. On va apprendre à chaque fois des interventions du DG qui va nous guider dans le design de notre organisation, d'accord, dans notre design socio-technique. La première, ça va être la brique de Product Information Management et le CMS. Ces briques-là, elles vont être fortement couplées, elles échangent des informations de façon synchrone et donc de façon très fréquente. Elles vont être très proches, elles doivent être quasiment en mode miroir. Donc on va les prendre, ces deux applications, et on va les déléguer à une seule équipe. Ensuite, ce qu'on va se poser la question, c'est quelle est la stratégie de l'entreprise? C'est quoi le grand objectif de l'entreprise aujourd'hui? C'est quoi les enjeux? Et là, les enjeux, c'est améliorer l'expérience bout en bout, c'est-à-dire de publication des produits sur des fronts, un front web, un front mobile. Donc on va dédier des streamline teams pour ces deux fronts-là, et on va les mettre en relation de collaboration avec la brique qu'on a appelée produit. De cette façon, on va assurer le fait que les produits et leurs caractéristiques sont publiés rapidement et de façon fluide sur les différents canaux front. Ensuite, on a entendu parler des chantiers de transformation. D'accord ? Et donc, il y a la transformation omnicanal. Et donc, ça, c'est le fait de pouvoir mettre à disposition des informations clients, du consentement, etc. Donc, on met ça dans une brique qui va être partagée, qui va être mise à disposition de l'entreprise. Mais on voit qu'il y a des règles spécifiques, notamment sur RGPD, etc. Donc, on va l'isoler dans un complicated subsystem team. Et on va exposer cette équipe sous forme X as a Service, c'est-à-dire qu'on va standardiser la relation
entre ce Complicated Subsystem Team et le reste de l'organisation. Et donc la deuxième brique, qui est l'Order Management System, qui nécessite des compétences métiers et techniques très spécifiques, qu'on va isoler dans un Complicated Subsystem Team et qui va exposer aussi ses services et aussi sa collaboration, son mode de collaboration, sous forme X as a Service. En fait, c'est la même solution. C'est-à-dire Product Information Management, le CMS, le CRM et l'Order Management System, c'est la même solution derrière. C'est la même technologie. Malheureusement, c'est une technologie qui est assez rare sur le marché et donc il y a peu d'experts. Donc ces experts, on va les mettre dans une enabling team qui vont être des experts volants, qui vont venir donner des coups de main et faire en sorte que les équipes de ces Complicated Subsystem Team montent en compétence au fur et à mesure sur leur domaine de responsabilité et sur cette technologie-là en particulier. Pour finir, le système de paiement en particulier, on se rend compte que c'est une brique qui était assez immature, un service qui évolue très rapidement avec des nouveaux systèmes de paiement qui arrivent en permanence. Et donc, il faut que cette brique elle évolue très rapidement. Donc, on l'isole également. Et surtout, on va la faire de façon découplée parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être dépendant d'un système de paiement. Donc, on va vouloir pouvoir retirer cette brique, changer la technologie et faire en sorte qu'elle évolue. Elle est aussi disponible sur tous les fronts, et donc on l'expose sous la forme de X as a Service. Et pour finir, il y avait un constat qui a été fait, c'était que lorsque le service de paiement est très bien implémenté, on voit une augmentation du taux de conversion. Donc on voit une performance opérationnelle lorsqu'il est bien implémenté. Et donc là, on va proposer à la Complicated Subsystem Team d'être aussi en mode facilitation avec les équipes Streamline Team de façon à ce qu'elles diffusent leurs connaissances. On se rappelle l'API Manager, ça devient une base qu'on va mettre à disposition de tous. La stratégie pour la faire émerger, sachant que c'était un point de difficulté, ça va être peut-être d'en faire un élément incontournable, c'est-à-dire d'inclure les 3 briques Orange, de l'inclure dans la plateforme API Management pour ensuite les émanciper. Voilà. Et à terme, avoir ce schéma de relation, c'est-à-dire un API Management qui est au service, qui met à disposition ces services de monétisation, sécurisation, etc. des API. Mais attention, une fois qu'on est là, en fait, on n'a pas terminé, c'est-à-dire qu'on a posé une première copie, et donc le modèle que vous avez posé doit évoluer. Il doit évoluer pour plusieurs raisons. La raison principale, c'est que les équipes vont gagner en maturité, et donc leur interaction va changer. Et a priori, souvent le mouvement, c'est une interaction forte pour découvrir, donc une collaboration pour découvrir un nouvel usage, une nouvelle connexion, on va dire. Et puis ensuite, au fur et à mesure, un découplage avec une équipe qui va exposer ses services de façon standard pour que d'autres briques dans l'entreprise puissent s'en saisir et les utiliser, créer de la valeur avec. Donc le modèle évolue en fonction de la maturité de l'organisation, mais aussi en fonction du contexte. Peut-être que les objectifs de l'entreprise vont changer. Et donc peut-être que la stratégie de organisationnelle va devoir également évoluer pour basculer et mettre l'emphase sur d'autres équipes. Voilà. Je terminerai sur ces takeaways. Donc voilà, ce n'est qu'un modèle. Donc tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Ça veut dire que c'est surtout un prétexte pour initier une discussion et de rassembler les gens autour de ce modèle et de se mettre d'accord sur comment on veut explicitement collaborer entre nous. C'est surtout un prétexte. Et puis, Team First, vous l'avez compris, avec 2 grandes dimensions, la charge cognitive et puis la taille des équipes et le nombre d'équipes qui sont directement liées. Très important de faire l'équilibre, le bon dosage entre ces 2 dimensions, et ça se fait de façon itérative. C'est-à-dire que vous allez avoir une première copie, vous allez mettre en place une première organisation, et peut-être que vous allez revoir votre copie au fur et à mesure parce que la charge cognitive est trop importante, l'énergie dépensée pour la synchronisation de plusieurs équipes est trop importante. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que le design que vous créez est un design au service de la stratégie de l'entreprise, et donc dans votre démarche, vous intégrez la stratégie d'entreprise dans les décisions que vous allez faire. Ce sont des décisions stratégiques, c'est un design d'organisation stratégique. Je rappuie sur le dernier point que j'ai mentionné. La structure de communication des équipes doit évoluer en même temps
que la stratégie d'entreprise, la maturité des équipes, le contexte de l'organisation. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous le 9 avril. On fera un workshop le matin. Inscrivez-vous. À très bientôt.